Et vous savez, il n'y a pas de parti pris pour un président ou pour un régime. C'est un parti pris pour le respect du droit international. Et c'est ça manifestement que M. Kagame a du mal à comprendre, probablement parce que ça sert évidemment ses intérêts et la manière de présenter fallacieusement la situation. Il assimile le volontarisme des pays européens et de la Belgique à une démarche anti-rwandaise, alors que nous sommes d'abord et avant tout pour le droit international, quel que soit l'endroit du territoire mondial où celui-ci est mis à mal. C'est ce qui explique la position de la Belgique au niveau de l'Ukraine, au niveau du Moyen-Orient, mais aussi au niveau de la région des Grands Lacs. Alors, prétendre que c'est parce que nous serions mal à l'aise vis-à-vis de notre passé colonial est purement fallacieux. C'est un écran de fumée, finalement, qui sert de prétexte pour peut-être ne pas prendre part au dialogue de Luanda qui aurait dû se tenir et auquel le M23 a décidé finalement de ne pas participer. Et on voit que les exactions sur le terrain se poursuivent. On est très loin d'un cessez-le-feu. Et donc, je pense qu'on ne doit pas se tromper ni d'argumentation, ni sur les faits. Notre volonté, c'est uniquement de restaurer effectivement l'intégrité du territoire de chacun et de garantir surtout la sécurité de tous. Le M23 a réagi à ces sanctions qui ont été prises contre des officiers en disant, mais finalement, c'est une démarche qui est contradictoire. On ne peut pas nous inviter à la table des négociations et en même temps nous sanctionner. Qu'est-ce que vous répondez à cette réaction? Que c'est là aussi un prétexte, puisque les sanctions qui ont été décidées par l'Europe sont ciblées sur un nombre restreint de personnes essentiellement. Et si les déplacements sur le territoire ou dans l'espace aérien sont interdits au niveau européen, ça n'est pas le cas hors du continent européen. Et donc, ça n'empêchait nullement les représentants du M23, s'ils en avaient eu réellement la volonté, de se rendre effectivement à Luanda pour participer à ces négociations. Et donc, c'est là où on se demande si finalement la prise de sanctions par l'Union européenne, après, je le rappelle, que ça a déjà été le cas par les Nations Unies qui ont dénoncé la situation, les États-Unis ont pris des sanctions, le Royaume-Uni également. Et donc, quand vous avez autant d'acteurs de la scène internationale qui dénoncent vos agissements, il faut peut-être alors se dire que le problème est réellement dans le comportement qui est le vôtre et pas parce que tous ces autres pays auraient décidé de se coaliser pour vous embêter. Donc, je crois qu'il faut être lucide sur les faits et faire en sorte alors que chacun prenne sa part dans le dialogue national et régional qui doivent pouvoir se nouer, puisqu'on le sait, il n'y aura de toute manière pas de solution militaire à ce conflit, il faut qu'il y ait une solution diplomatique. Alors, les différents acteurs sur place aussi impliqués dans ce conflit parlent beaucoup d'une solution à l'africaine, alors que vous, en vous entendant, vous parlez d'une implication au niveau international. On entend beaucoup, de plus en plus, African problems, African solution. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ah ben, vous savez, dans l'absolu, on ne demanderait pas mieux qu'on puisse trouver les conditions d'une solution à l'initiative des différents responsables et États africains, bien entendu. Notre volonté, ce n'est certainement pas de s'y substituer. Et d'ailleurs, il n'y a pas aujourd'hui, à ma connaissance, de processus de médiation entamé par un pays qui ne serait pas africain. Donc, on est dans un schéma où on respecte pleinement les prérogatives aussi des pays amis, des pays proches de la communauté africaine pour trouver une solution. Mais hors du continent africain, plusieurs nations qui sont sensibles aux enjeux des droits de l'homme, du droit humanitaire et du respect des lois internationales, et c'est le cas de la Belgique, s'émeuvent de ce qu'ils constatent et donc il est légitime qu'ils réagissent en souhaitant, à travers les sanctions, faire pression sur le régime rwandais qui insidieusement, par le biais du M23, perturbe effectivement tout l'est du Congo et crée une zone de conflit et de tension qui n'est pas acceptable ni en raison du fait qu'elle viole l'intégrité territoriale, ni même pour la stabilité de l'ensemble de la sous-région des Grands Lacs. Et donc, c'est vraiment un élément qui nous préoccupe, mais on ne demande pas mieux qu'il puisse y avoir une issue favorable, pacifique, rapide, grâce à l'intervention, évidemment, des acteurs africains eux-mêmes.
La toute dernière question, Monsieur le ministre, quel est le sort aujourd'hui du MOU qui a été signé entre l'Union européenne et le Rwanda? Est-ce que vous en avez des nouvelles? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? L'honnêteté m'impose de vous dire que sur la question du MOU sur les matières premières critiques, il n'y a pas une unanimité de vue du côté européen. La Commission européenne reste assez réfractaire à l'idée de le suspendre. Nous-mêmes et d'autres pays considérons que c'est juste du bon sens de le suspendre, puisque on doute des capacités de vouloir le faire respecter, parce que ça imposerait une traçabilité évidemment des minerais euh, qui auraient tendance à révéler alors leur provenance, et probablement que ça ne ferait pas les affaires du Rwanda pour une partie significative de ces minerais. Donc on a des craintes quant à sa capacité opérationnelle. Et de surcroît, la personne qui est le sparring partner sur cette question du MOMU pour les Européens fait partie des personnes soumises aux sanctions. Et donc, on a le sentiment que de facto, ça entraîne une suspension de ce MOU, mais ça fait partie probablement des éléments qu'il faudra préciser dans